Jade-Lyn Duplessis, du clan Tréméré, prologue, ce chapitre doit être joué en solo. Vous êtes tiré de vos études par le bruit de quelqu'un qui frappe à votre porte. Vous vous redressez sur votre chaise et refermez rapidement le vieux tome que vous étiez en train d'étudier. L'encyclopédia Homovoria devra attendre. Peu de gens sont autorisés à mettre les pieds dans la chanterie, encore moins sont autorisés à circuler sans surveillance. Puisque vous aviez prévenu les goules résidentes de ne pas vous déranger ce soir, ce visiteur est sans doute quelqu'un d'important. Vous vous dirigez vers la porte et regardez à travers le judas. Il y a un homme de l'autre côté. Il porte un long manteau noir sur une chemise blanche immaculée. Sa peau de porcelaine est striée de veines noires qui recouvrent son crâne. C'est Caleb, le shérif. Vous vérifiez que vous êtes relativement présentable avant d'ouvrir la porte. « Bonsoir, monsieur Duval », dites-vous respectueusement. « Bonsoir, Jade. Tenez-vous prête, nous avons un problème. » Sans un mot de plus, vous récupérez votre sac et votre veste et sortez de votre appartement. Vous montez dans la voiture de Caleb et vous partez tous les deux. Vous observez la vie nocturne de Montréal en traversant le centre-ville. Caleb reste silencieux pendant une bonne partie du voyage. Il finit par rompre le silence. Le SPVM a été appelé dans une maison de Saint-Léonard pour un double meurtre. Mes informateurs me disent qu'ils croient que c'est lié à des descendants. La police est déjà sur les lieux mais n'a pas encore tout vérifié. Je veux que vous fouilliez l'endroit, que vous découvriez ce qui s'est passé et que vous vous assuriez que le bétail oublie que l'un de nous était présent. Considérez cela comme un test de vos compétences pour la Camarilla. Alors que Caleb entre dans une rue résidentielle, vous pouvez voir les gyrophares d'une voiture de police au loin. Caleb rompt à nouveau le silence, sa voix est paternelle, mais sévère. « Ne décevez pas la Camarilla, Jade. » Il fait une pause et ajoute « Ne me décevez pas. » Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cet avant-dernier prologue, c'est le 7e sur 8 où nous allons découvrir les toutes premières aventures de Jade-Lyn Duplessis. Alors Jade-Lyn Duplessis est assez particulière. C'est ici que ça va se passer parce que regardez-moi ça. Physique, elle a 2, d'accord, c'est un début, mais par contre, elle a 0 niveau en compétences de combat. Athlétisme, bagarre, armes, furtivité, rien que dalle. Elle a en discipline, elle a aucun niveau dans domination, contrôle. Alors elle est douée en quoi, la petite Jade? En mental, recherche, vigilance, occultisme et technologie, c'est une brute. Par contre, tout ce qui a trait au social, c'est léger. Bon, c'est même plus que léger. Pas de persuasion, pas d'intuition. Subterfuge 1, intimidation 1. C'est vraiment axé sur le mental. Alors ça veut dire que autant les compétences de social, ce sont plus pour les dialogues. Et là, le mental, recherche, vigilance, occultisme et technologie, on est plus sur les interactions et des investigations. Donc, on va se débrouiller avec ça. Qu'est-ce qu'elle a comme discipline? Elle a un vol de sang. C'est sorcellerie du sang en thaumaturgie. Infliger un dégât inévitable à un PNJ dans votre ligne de vue. Diminuer votre soif de 1. Ah la vache, mais c'est puissant ça. Ok. Et puis sentir l'invisible. Augmenter votre niveau d'Auspex. C'est-à-dire ici, elle passerait à 2. Comme succès ajoutez votre niveau d'Auspex, pas augmenter. Ajoutez votre niveau d'Auspex, donc plus 1, comme succès automatique à vos tests de vigilance et intuition. Ah ok, ici et ici.
Bon, à voir. Alors par contre, Jade Lynn Duplessis a une restriction. Sang de l'usurpateur, incapable d'exécuter puissance du sang. Et la puissance du sang sert pour un round en fait. Ça donne +1 à l'initiative, +1 à un attribut, donc en physique sociale ou mentale, et +1 au déplacement, sauf que Jade n'a pas le droit de l'utiliser ça. Ok, alors qui dit 0 niveau en compétence, ça veut dire qu'elle ne démarre ses aventures qu'avec le deck de combat de base. Et ça l'oblige à chaque fois à jeter 2 dés en physique, mais elle n'a pas de succès automatique. Bon, ça l'empêche pas de se battre, hein, elle peut vraiment tout utiliser là. Sauf que, ah ben non, bagarre, elle peut pas utiliser bagarre, elle a pas de niveau. Bon, je fais cette déduction là, à vérifier quand même dans la règle, hein, parce que ça veut dire que lorsqu'un combat commence, et je vous rappelle que quand un combat commence sur une tuile, tous les joueurs sont considérés comme étant en combat. C'est pas comme quand il y en a un qui va faire une investigation, un autre qui va faire un dialogue, où là les phases sont vraiment bien dissociées. Le moindre combat qui commence, ça veut dire tous les joueurs impliqués. Bon, elle aura quand même des sorts, des capacités, des disciplines à utiliser. Elle a bien sûr une humanité de 7, comme tout le monde. Et puis quoi d'autre ? Eh ben, on va passer sur la carte, puisqu'ils sont arrivés avec Caleb après ce petit trajet en voiture, visiblement dans une maison, donc du quartier résidentiel. L'objectif, trouver ce qui est arrivé et vérifier que la mascarade n'a pas été brisée. Sur les lieux, nous allons pouvoir interagir avec 3 PNJ liés uniquement au dialogue. On a un détective qui est ici, qui nous accueille, ou plutôt qui pour l'instant nous barre le passage. Alors ils mettent détective, je ne pense pas que ce soit Caleb, hein, c'est vraiment un détective qui a été envoyé sur place. Un policier dans la maison et Gabe Tremblay. Alors j'ai été assez surpris de le voir ici, Gabe Tremblay, parce que c'est le personnage qui va faire l'objet du 8e et dernier prologue. C'est un petit peu le personnage fourre-tout, celui-ci. On l'oriente un petit peu comme on veut, à part que dans le prologue, il a déjà vraiment une identité et des compétences propres. On verra ça. Donc je suppose que Jade et Gabe ne se connaissent pas. Aucun pion et jeton d'interaction sur la scène de crime. Alors c'est vraiment une chouette scène de crime, hein. On a 2 cadavres ici. Un homme, une femme, recouverts d'un drap. La maison en désordre. Alors je suppose que ce que l'on voit va être lié à l'enquête, hein, comme bien des fois. C'est-à-dire qu'on a une chaise renversée, ça voudrait dire qu'il y aurait pu y avoir une 3e personne. On a les gamelles ont volé, ça j'arrive pas bien à voir ce que c'est cette chose-là. Peut-être un téléphone, ce serait un téléphone. Et puis on a des preuves, donc où est-ce qu'elle est, la preuve numéro 1 ? Ah, elle est là, à nos pieds, dans l'entrée. Ok. Donc notre objectif, nous l'avons. En action de démarrage, lisez l'événement E1. Alors, c'est un carnet de chapitres qui n'est pas particulièrement épais. Mais, avec Jade, on va pouvoir faire pas mal de dialogues avec détective policier Gabe et Caleb aussi, tiens donc. Investigation, donc c'est notre enquête, hein. La déduction finale et puis les événements. Alors justement, événements, ça nous renvoie à la page 73. Allons-y voir. 73, événement 1, qui s'intitule La scène de crime.
Caleb stationne la voiture dans la rue, loin du véhicule de police. De votre point de vue, la maison n'a pas l'air pas si mal. Je fais tout de suite une petite aparté, ça rejoint ce que j'ai détecté dès le début du premier prologue. On a des tournures de phrases qui sont absolument ignobles à lire, vous voyez, ça m'oblige à m'arrêter. Sans bafouiller, c'est vraiment que c'est bizarre. La maison n'a pas l'air pas si mal. Ou alors, ce sont les traducteurs qui ont continué leur travail relativement médiocre. Je reprends. Caleb stationne la voiture dans la rue, loin du véhicule de police. De votre point de vue, la maison n'a pas l'air si mal. C'est une de ces maisons de ville qui font fureur ces derniers temps. Il n'y a aucun signe apparent d'entrée forcée et les fenêtres sont intactes. Caleb vous amène de l'autre côté de la maison dans le petit jardin clôturé. D'ici, vous pouvez voir les traces de terre menant dans la maison. En suivant les traces, vous réalisez qu'elles viennent d'un trou de taille humaine creusé dans le sol. Les lumières dans la maison sont allumées et vous pouvez entendre deux hommes parler. Le shérif choisit un coin sombre pour se cacher. Avant de faire un avec les ténèbres, Caleb vous donne une dernière instruction. On dirait qu'ils ont commencé à passer la scène de crime au peigne fin. Ça va être un peu plus difficile qu'on le pensait. Je vais te laisser faire ton travail. Quand tu auras fini, retrouve-moi et on partira. Ce qui nous amène à l'événement 2. Intrus. Vous entrez par la porte arrière qui donne sur le jardin. Au moment où vous mettez le pied sur le plancher de bois, un homme dans un coupe-vent bleu marine se tourne et vous scrute. Vous n'avez qu'une seule chance, ne la gâchez pas. Et là, ça nous renvoie en phase de dialogue avec le détective en D1, page 5. Voici notre ami détective, que je vous le montre. Ça a l'air d'être un professionnel de la profession. Alors j'ai pas pris son standees, vous voyez, j'ai pris une des figurines qui est dans la boîte, des personnages non joueurs standards. En autre figurine, j'ai pris un policier et puis bien sûr j'ai pris la figurine de notre ami Gabe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le détective ? Cette zone est interdite aux civils. Veuillez évacuer les lieux. Il ne vous a même pas laissé mettre le deuxième pied dans la maison. Vous redressez le dos et adoptez une expression qui dit « J'ai ma place ici ». Détective, je présume ? Je m'appelle Evelyne. Je suis avec l'ISC, le centre d'opération de l'Est. C'est lui qui m'a envoyé. Le détective vous regarde de haut en bas, en partie par désir. Burk, espérons que vous l'ayez dupé. Faites un test social plus subterfuge de difficulté 2. Social, subterfuge est là. Alors, j'allais dire 2 dés à lancer, oui, mais un dé rouge, parce que une soif de 1. Donc on remplace un dé noir. Je vous rappelle que les dés rouges ne sont pas relançables grâce à des points dépensés en volonté. Donc elle jette 2 dés, la difficulté de 2, c'est correct. Tiens, je vais en profiter pour enlever l'intro. Allez, on y va, Jade. Tu peux le faire. Difficulté 2, il nous faut 2 réussites, pas de réussite, succès automatique, ça fait 3. On va en D3. Intruse. Centre Est, Je suis affecté là aussi. Je ne me souviens pas de vous avoir vu auparavant. Où est votre badge ? Vous vous maudissez. Bien sûr, vous auriez dû penser au badge. Heureusement, vous connaissez un rituel pour vous aider avec ça. Vous aurez juste besoin d'être hors de vue. Il est dans ma voiture. Laissez-moi aller le chercher. Vous devrez trouver un endroit hors de vue de la police pour pratiquer le rituel. Dehors semble idéal. Ah ah, donc là, oui, on a plein de place. Dehors.
On va en E6, donc événement 6. Oui, c'est ça, événement 6, page 73. Le rituel, page 79. L'un des nombreux secrets des Trémérés est leur capacité à altérer le monde autour d'eux à partir d'une longue méthode formulée à partir de sorcellerie de sang, tels que les rituels. Chaque nouveau-né apprend quelques rituels de base pour protéger leur domicile et découvrir des informations à travers une goutte de sang. Les rituels de sorcellerie de sang sont des utilisations spéciales de la discipline sorcellerie de sang qui ne sont disponibles qu'à travers des options de dialogue, d'investigation et d'événements. Ce rituel en particulier vous permet de modifier l'apparence d'un simple objet avec votre sang. Alors, la consigne, en vous assurant que vous êtes hors de vue du bétail. En vous assurant que vous êtes hors de vue du bétail. Alors ça veut dire que, même si le détective n'a pas de fiche de personnage, de PNJ, ça veut dire qu'il n'a pas de ligne de vue, il n'a pas de zone de vue, mais enfin pour le principe, Jade peut se déplacer de 3, donc en étant ici, 1, 2, 3, là il ne la voit pas. 1, 2, 3, si de base je crois qu'ils ont 3, donc ça veut dire qu'elle mettrait 2 tours pour au moins s'éloigner suffisamment, se mettre complètement hors de vue. En plus il fait nuit, donc tout va bien. Donc nous sommes hors de vue, vous vous mordez le doigt et faites couler une goutte de sang. Vous marmonnez quelques syllabes ésotériques qui vous ont été enseignées par votre sire. Si tout va bien, le sang devrait transformer votre vieille carte étudiante en une carte d'identité du département de police de Montréal. Faites un test mental plus occultisme. Ah, bah là ça commence à être un petit peu plus intéressant. Occultisme, elle a 3 réussites automatiques, elle va jeter 3 dés. Oh punaise, par contre, difficulté de 5, c'est relativement balèze. Occultisme, 3 succès automatiques, ben c'est faisable, hein. Il manque que 2 finalement. Tiens, je les ai là. Pas besoin d'utiliser la volonté de Jade, c'est un succès. On va en E8. Rite de conjuration. Faites un test de la bête. Ah, Zobi. Le test de la bête, c'est un dé rouge. Je dois récupérer au moins un symbole comme ça ou comme ça. Pas de face vierge et pas le crâne. C'est compris, Jade? Zob. Zob, face vierge. Ça veut dire que la soif augmente de 1. Et que je vais devoir prendre 2 dés rouges maintenant. Bah, autant les garder, puis je compléterai avec les dés noirs pour être sûr de ne pas me planter. La goutte de sang s'étire et s'épaissit en tombant au sol. Au moment où elle touche le béton, elle se transforme en une carte d'identité plutôt générique, portant l'insigne du SPVM. Prenez la carte objet 42 qui s'appelle carte d'identité. Les objets, ils sont là-dedans. Alors, 42, ça nous emmène où? Quel tas? 26. Oups. Ah oui, alors ça c'est le danger d'avoir trop de cartes au même endroit pour les prendre. Voyons voir. 54, 48, 44, 42. Ah ah! Alors, carte d'identité, ok, défaussé à la fin du chapitre. Bon, c'est un simple objet comme ça pour dire que nous avons fait ce qu'il faut. Voilà, et ça nous amène à l'événement 9. Retournez à l'intérieur. La carte en main, vous retournez dans la maison. Le détective cligne lentement des yeux et tend sa main pour voir votre carte d'identité. Dialogue détective en D6. Ah, il est pas si facile à agruger, lui, hein.
D4, D6, sous examen. Vous remettez la carte. Le détective prend un moment pour l'examiner. Ça passe, désolé pour ça. Nous ne pouvons pas être trop prudents de nos jours. Ça va, détective, je comprends parfaitement. Il vous rend la carte. Bien. Comment voulez-vous procéder? Vous réfléchissez à un plan d'action. On va en D4. Entrez à l'intérieur. Placez le PNJ détective sur les hexagones indiqués. Il se déplace, ce qui nous laisse le choix de notre placement. Visiblement, on ne nous indique pas où nous on va se positionner. En même temps, c'est moi qui ai bougé, donc par défaut, on reste sur l'hexagone de l'entrée. Et puis, on va enchaîner pour voir ce qu'il nous propose. Vous lui posez des questions sur l'homme assis sur le canapé. Vous passez à la scène de crime. Oh, on va prendre notre temps. On va lui demander le témoin. Lui, il désigne l'homme assis sur le canapé avant de baisser la voix. C'est lui qui nous a appelés ici. Il a dit qu'il était dehors pour une promenade et a entendu des cris et un bruit fort. Nous avons vérifié et la porte d'entrée était toujours verrouillée. Il est probablement entré dans la cour et a vu la scène depuis la porte-fenêtre. Vous regardez par-dessus votre épaule vers le jardin. Un suspect? Nous avons 2 voitures de patrouille qui parcourent le quartier jusqu'à présent. Rien. Il désigne à nouveau l'homme traumatisé. Lui l'est, bien que le traumatisme soit bien trop réel pour être du bluff. Il est peu réactif. Nous avons une ambulance en route et nous garderons un œil jusqu'à son rétablissement. Vous sortez un bloc-notes de votre sac et vous dirigez vers la scène de crime. Vous passez à la scène de crime, événement 10. Événement 10, la scène de crime. La maison est en désordre. Il y a des signes évidents de lutte et d'une entrée forcée. Il est clair que quelqu'un est entré par effraction et a tué le couple. Quiconque a fait ça n'était pas en contrôle, probablement un vampire en frénésie. Maintenant, vous devez trouver une explication plausible et effacer toute trace de descendant sur la scène. Placez jetons de zones d'investigation 1, 2, 3 et 4 sur les hexagones indiqués. Alors, le 1 est là. Nous avons une zone d'investigation ici. Le 3... Ah, ils ne le mettent pas dans le même sens. Ouais, d'accord. C'est moi qui me gourre. En fait, c'est logique. Le 1 est là. Donc, comme supposé en début de scénar, on a tout ça sur les preuves. C'est l'heure de protéger la mascarade. Reprenez le jeu. Bien. Donc là, on va passer en phase d'investigation. D'abord, sur la séquence principale, je vais faire un déplacement, donc athlétisme +1. Ben non, j'ai pas besoin de me déplacer. On va s'intéresser à ce que nous avons là, les traces de boue. En 33. Alors, il y a des traces de boue qui mènent du jardin à l'intérieur de la maison. Vous vous accroupissez près des traces et commencez à inspecter les alentours. Faire un test mental plus recherche. Mental, j'ai 3D à lancer. Recherche, elle a 2 de base. Et là, on doit comptabiliser le nombre de succès. Alors, ça me rappelle vraiment les demeures de l'épouvante, hein, parce que dans les demeures de l'épouvante, un coup, on fait des jets avec un seuil à atteindre en difficulté, ou alors d'autres fois, dans l'application, on fait un jet de compétences et on doit rentrer le nombre de succès. Ben là, c'est pareil. En fait, une application qui gérerait l'intégralité des chapitres, ce serait vraiment pas déconnant, hein. Ça s'enchaînerait encore mieux.
Allez Jade, concentre-toi. On a dit que c'était en recherche. Tu as 2 succès automatiques. Tu jettes 3. Aïe 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 aïe. Ça veut dire qu'elle va dépenser 1 point de volonté pour relancer le dé noir. Ah non! Elle redépense 1 point de volonté pour relancer le dé noir. Ah mais attention, je crois qu'une relance ça peut être fait qu'une seule fois. J'aurais eu 0 à 2 succès. La volonté, j'ai un petit doute là en le disant. On va aller voir ce que j'ai noté dans le mémo. Non. Je l'ai pas noté. Alors attendez, je fais une petite pause, je reviens. Alors, je l'ai pas trouvé facilement, ça laisse une opportunité. Bon, ce que je vais faire, je l'ai dépensé une fois, on va considérer que ça n'est qu'une fois. Alors, il n'y a pas d'incidence avec le dé rouge, hein. C'est juste que on n'a pas de succès. Avec le crâne, je veux dire. Donc, eh bien, écoute, Jade, grâce à ta recherche automatique, en succès automatique, ça fait seulement 2. Traces de boue. Vous touchez les traces avec votre doigt. La boue n'est pas encore sèche. Clairement, quiconque a laissé ses traces est entré dans la maison il y a peu de temps. De plus, les traces mènent de l'extérieur au corps de... Pardon. De plus, les traces mènent de l'extérieur au corps de la femme. Une fois à l'intérieur, les empreintes de boue disparaissent rapidement. Faites la déduction qui vous semble la plus juste, puis dévoilez l'hypothèse qui correspond à ce choix. Oula! Oulala, oulala, réfléchis Jade, réfléchis. On nous dit que les traces mènent de l'extérieur au corps de la femme. Une fois à l'intérieur, les empreintes de boue disparaissent rapidement. Alors, les traces ont été faites par le témoin, l'homme sur le canapé. Les traces ont été faites par le tueur, les traces ont été faites par le mari. Si elles disparaissent rapidement, le mari, on va dire non. Ah ouais, ok, on les voit bien les traces là, empreintes. Il y en a une dernière ici. Elles disparaissent rapidement. Bon, bah, on va dire que les traces ont été faites par l'homme sur le canapé. Allez, hypothèse 4. Alors c'est où ça, les hypothèses? H4. Ah oui, alors c'est le bug effectivement qu'il y a, j'avais constaté ça dans le tout premier chapitre, je crois. C'est-à-dire que la relecture, encore une fois, était mal faite parce que hypothèse c'est H, et comme il n'indique pas la page, on peut chercher longtemps le symbole H quelque part, à part que c'est G. Ils ont mis G au lieu de H. Ok. Vous voyez, ça casse l'immersion, hein, ce genre de petite merdasse, là, c'est vraiment nul. Traces de boue. Les traces ont été laissées par l'homme sur le canapé. Il est rentré dans la maison et a remarqué le corps de la femme. C'est à ce moment qu'il a paniqué et a appelé la police. Prenez un jeton de succès d'investigation. Ah! Que je vais placer comme d'habitude sur le côté, là, ça nous en fait un. Retirez le jeton d'investigation numéro 1, ça c'est réalisé. Si tous les jetons de la zone ont été retirés, vous devez lire l'événement 3, sinon reprenez le jeu. Ok, bon bah on reprend le jeu. Mais alors lui il reste un PNJ de dialogue, mais là on ne peut plus aller lui parler au détective en fait. Il y a plus rien à lui dire. Donc phase principale 1, 2, 3, elle fait
un mouvement comme ça. C'est la fin de son tour. Alors, ça va être l'occasion de revoir ce que l'on peut faire pendant un tour. Hein. Utiliser le sang pour réparer des dégâts, faire la puissance du sang ou utiliser une carte discipline. Donc là, Jade a sa restriction. Sang de l'usurpateur, elle ne peut pas faire puissance du sang. Faire un déplacement, ok. Ou alors, une des actions suivantes, utiliser un objet, donner ou prendre un objet à un autre joueur, démarrer une séquence de dialogue, démarrer une séquence d'investigation, démarrer un combat, uniquement avec un PNJ qui possède une carte de profil et qui est dans la ligne de vue, entrer en mode furtif ou ne rien faire. Donc sur la séquence principale, c'est relativement clair, hein, c'est bien. Donc, un nouveau tour pour elle, elle va tout de suite aller voir ici, jeton d'investigation numéro 2. Et ce sera des éclaboussures de sang. Éclaboussures de sang. La cuisine est en désordre. De toute évidence, quelqu'un a saccagé les tiroirs et les placards et a étalé leur contenu sur le sol. De plus, la table de la cuisine a été marquée par une assez grosse éclaboussure de sang. Alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'on peut constater? La table de la cuisine. Ah oui, alors on la voit pas bien. Ah bah c'est marrant, je la vois mieux en regardant le retour écran par rapport à la lumière qu'en regardant la tuile directement. Mais enfin, on voit bien ici qu'il y a une plus grosse trace de sang. Ça veut dire que, je sais pas, la tête aurait heurté là, la tête du mari. Vous performez discrètement un rituel pour découvrir l'origine du sang. Faites un test mental plus occultisme. Ah ouais? Mental, toujours 3D à lancer. Et en occultisme, elle a 3 succès automatiques. Là, on doit faire un maximum de succès, mais ce serait bien d'en avoir 4. Ce serait bien d'en avoir 4, Jade. J'ai dit occultisme, on en a 3, plus 1, 4, on est bon. On a le maximum. Éclaboussure de sang. En vous assurant que le détective est toujours occupé avec les corps, vous passez vos doigts sur la substance encore collante et chuchotez quelques mots ésotériques avant de lécher vos doigts. Le temps d'une inspiration, le rituel active le sang sur votre langue et un flux d'informations vous frappe soudainement. Le sang appartient à un humain saisi par la peur et la colère quand le sang a été versé. Vous prenez un moment pour observer les éclaboussures de sang. Il provient d'un angle plus élevé que la table. La personne à qui appartient le sang était plus proche de la table que du canapé quand elle a été blessée. Il est sorti en un seul jet, mais pas d'un trait net. Quelque chose avait bloqué la plaie d'où il est sorti. Faites la déduction qui vous semble la plus juste, puis dévoilez l'hypothèse qui correspond à ce choix. Première hypothèse. Le sang appartient à l'homme qui a été blessé en combattant son tueur. Seconde hypothèse, le sang appartient à la femme qui a saigné ici avant de succomber à ses blessures. Dernière hypothèse, le sang appartient à l'homme qui a été pris par surprise. Alors, nos observations nous disent qu'il provient d'un angle plus élevé que la table. Ok, donc il s'est pas cogné en tombant. Ouais. La personne à qui appartient le sang était plus proche de la table que du canapé, donc ça appartient forcément à l'homme. Ok. Il est sorti en un seul jet, mais pas d'un trait net. Quelque chose avait bloqué la plaie d'où il est sorti. Ah, j'aurais peut-être dû examiner le corps avant le sang. Eh bien, détective Lynn Duplessis, que supposez-vous? Alors, c'est ou la première hypothèse ou la dernière. Le sang appartient à l'homme qui a été blessé en combattant son tueur. Non, je pense pas.
Il a été pris par surprise. Allez, on va en hypothèse 4. Le sang versé ici est celui du mari. On ne peut pas le nier. La façon dont il est tombé sur la table indique clairement qu'il a été pris par surprise. On dirait une tentative infructueuse de se nourrir. Ha ha! Prenez un jeton succès d'investigation et de 2. Retirez le jeton numéro 2 de la zone. Si tous les jetons ont été retirés, non. Reprenez le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est la zone de la cuisine. Ah oui, on a encore des éclaboussures ici, sur l'angle. On a sur la table et ici sur l'angle, avec une casserole tombée au sol. Eh bien, en 3, 1, 2, 3, elle se rapproche de cette zone-là, de ce jeton-là. Et ça va être la cuisine, justement. Page 59. La cuisine est sans dessus-dessous. En plus des ustensiles et casseroles étalées partout, il y a des petites taches de sang sur le coin du comptoir, comme si quelqu'un s'y était cogné la tête. Ce n'est pas grand-chose. À votre grand plaisir, vous réalisez que la casserole laissée sur la cuisinière a toujours de l'eau dedans et vous connaissez le rituel parfait pour vous en servir. Nouveau test mental plus occultisme, 3 succès automatiques, 3D à lancer. C'est un superbe jet. On voit qu'elle est à l'aise avec l'occultisme, hein, Miss Lynn Duplessis. Ça veut dire qu'on a 3, 4, 5, 6, 7 succès. Ah, c'est dommage. Enfin, c'est déjà pas mal parce que... Non, il n'y a rien de dommage. Il fallait faire quand même, pour obtenir le max, 5 plus. Hein. Donc 7, c'est nickel. La cuisine. Ah zut, il faut faire un test de la bête, ce qui est logique parce qu'on a utilisé... Pourquoi je dis que c'est logique? Non, j'en sais rien en fait. Test de la bête, c'est si on utilise nos capacités. Bon, peu importe. On fait un test de la bête. Ah, zut! La soif augmente de 2 à cause du crâne. Ah. Et c'est pas cool, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Attention, si notre soif est au max, on rentre en frénésie. Elle va tout péter, la petite Jade. Bon, j'espère qu'on va plus trop faire de tests. Ah bah si, on est qu'au 3e indice. Sur 4, il va rester celui-ci là. Oh la vache. Bon, bah on continue quand même, hein. Vous mordez furtivement votre doigt et laissez quelques gouttes de sang tomber dans la casserole que vous mélangez avec votre doigt. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais là depuis plusieurs vidéos, depuis qu'on a entamé les prologues. Ça fait partie des choses, moi, qui me gênent dans les formulations. Vous mordez furtivement votre doigt, blablabla, bla, 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 que vous mélangez avec votre doigt. C'est moche, c'est lourd. C'est une répétition de mots, ça, sur 2 phrases, on a 2 fois doigt. Ben, ils auraient dû s'arrêter que vous mélangez. On se contrefout de savoir si elle utilise une cuillère ou encore son doigt. C'est maladroit, et non pas maladroit. C'est chiant. Ça, c'est chiant. Moi, ça me sort ça me sort du récit, en fait. Le sang se mélange dans l'eau et se dissipe lentement alors que vous chuchotez une incantation à voix basse. La casserole va vous montrer de quoi elle a été témoin. Vous espérez juste que cela n'attirera pas trop l'attention. Après quelques minutes d'attente, vous remarquez des silhouettes déformées apparaître sur l'extérieur de la casserole, la reconstitution des événements. Vous observez l'étrange danse qui se produit devant vous. La cuisine. Les détails sont flous, mais vous pouvez voir une silhouette se précipiter dans la maison et se jeter sur la femme. La silhouette est couverte de terre qui tombe pendant l'assaut. Son mari arrive ensuite et un combat s'ensuit.
Le mari attrape le couteau de cuisine et taillade le tueur. Le tueur recule et fait tomber un tas de vaisselle avant de sauter sur l'homme et de le mordre dans le cou. Une fois que le mari succombe à ses blessures, l'homme regarde autour de lui paniqué et décroche le téléphone. Prenez 2 jetons de succès d'investigation. Ah oui, plus on a des scores hauts en investigation, plus on récupère de jetons. On est à 4. Retirez le jeton de la zone cuisine. Si tous les jetons de la zone ont été retirés, on va en E3, sinon on reprend le jeu. Alors par contre, à ce stade, il n'y a rien qui nous fait stopper l'investigation. Imaginons que j'ai eu le maximum de succès sur les 3 premiers jetons. On serait peut-être à 5 ou 6 au lieu de 4. Et on pourrait dire, bon ben, allez, moi j'ai suffisamment, je vais aller en événement 3 pour conclure l'enquête. Alors que là, non, on nous précise bien que l'on doit impérativement inspecter tous les jetons. Alors, peut-être que dans d'autres chapitres, on aura le choix. Si vous estimez avoir suffisamment de preuves, mettez fin à votre enquête, sinon continuez l'exploration. Ça, on le verra. Bon, Jade, tu te rapproches des corps et tu inspectes les corps en page 49. Les corps du couple sont allongés par terre, couverts d'un drap blanc. Par leur position, il semble qu'ils se faisaient face avant de mourir. À un bras de distance l'un de l'autre, étrangement, il n'y a pas de traces de sang autour de la femme. C'est le temps de regarder sous les draps. Alors pourquoi on nous dit qu'il n'y a pas de traces de sang autour de la femme, alors qu'ici j'en vois... Ah, autour de la femme, oui d'accord, genre à la Dexter, projection de sang. Son sang est vraiment sur elle. Alors là, on a 2 options par contre. Il est temps de regarder sous les draps. Pour ça, il faut faire un test de mental plus vigilance, en obtenant de préférence 6 succès, voire plus. Ou alors, vous désirez d'abord vous entretenir avec le détective. Non, j'ai confiance. Alors peut-être que le fait de s'entretenir d'abord avec le détective réduirait notre nombre de succès à obtenir. Ah, je vais quand même aller lui parler parce que avec mon sang, ma soif qui est à 4 sur 5, là ça fait un petit peu beaucoup. Ça me ramène où ça? Détective IN1. Les corps, ok. Investigation 1. Allez, je vais lui parler. Vous vous rapprochez du détective, il fait défiler les messages textes sur son téléphone. Sans lever les yeux, il vous demande « Qu'en pensez-vous jusqu'à maintenant ?» J'allais vous demander la même chose, détective. Vous êtes arrivé avant moi ? Il pose les mains sur ses hanches. Je penche vers la violation de domicile, quelque chose de prémédité. Il a attendu que le mari soit dehors et a verrouillé la porte arrière alors que la femme était à l'intérieur. Elle a été tuée probablement d'un traumatisme contondant pendant que le mari essayait d'ouvrir la porte. Vous hochez la tête silencieusement. Il n'a pas tout à fait tort. Et qu'en est-il du mari ? On pense qu'il a forcé la porte avant de se faire poignarder dans le cou. Solide hypothèse. La seule chose qui me dérange, c'est que la blessure dans le cou n'a pas l'air d'un coup de couteau à proprement parler, mais plutôt d'une sale coupure. On dirait qu'il a déchiré la chair plutôt que de la couper. Sa théorie n'est pas tout à fait fausse. Vous devez simplement le pousser dans la bonne direction pour éviter d'attirer l'attention de la camarilla. Vous vous accroupissez près des corps et soulevez les draps. Faites un test mental plus vigilance. Ah ouais, et là, cette fois, au maximum, c'est 5 succès ou plus au lieu de 6. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On a grappillé
1 degré de succès, vous voyez. Quand on arrive sur la première page d'inspection, on doit faire 6+. Par contre, après avoir parlé au détective et commencé à l'orienter, ça réduit à 5. Ça reste énorme quand même, hein. Mental. Vigilance. 3 de base. On jette 3 dés. Ouais, c'est beau ça. 3 et 3, 6. On est au-dessus de 5. C'est bien, Jade. Je suis fier de toi. On va en investigation 3. Vous soulevez le drap qui couvre la femme. Vous remarquez 2 traces de morsure. Une sur son cou et l'autre sur son poignet. La plaie sur le cou est guérie et vous pouvez à peine voir les 2 petites perforations. Celle sur le poignet, par contre, est toujours ouverte. Vous vous mordez la lèvre et laissez une minuscule goutte couler sur vos lèvres jusqu'à la plaie. Vous murmurez quelques mots à voix basse et observez la plaie se refermer, ne laissant aucune trace. Vous passez à l'homme et levez son drap. La personne en dessous est dans un pire état que la femme. Le côté gauche de son visage est couvert de sang qui provient de l'énorme plaie dans son cou. Son torse est couvert d'ecchymose. Vous transposez votre concentration à ce qui entoure le corps. À côté de lui, sur le sol, se trouve un couteau de cuisine couvert de sang, le manche à quelques centimètres de sa main. Avec le détective qui demeure près des corps, vous n'arrivez pas à trouver un moment pour goûter au sang et déterminer à qui il appartient. Vous devrez vous faire confiance. Ah, faites la déduction qui vous semble la plus juste. Hypothèse numéro 1. La femme a été tuée d'un coup à la tête quand elle a été jetée contre le mur. L'homme a été tué par un assaillant avec le couteau. Le sang de la femme a été drainé et la plaie s'est refermée. L'homme a attrapé le couteau pour se défendre, mais a été mordu dans le cou. Dernière hypothèse, le sang de la femme a été drainé, puis elle a été jetée contre le mur. Le tueur a ensuite pris le couteau pour attaquer le mari. Alors il y a une chose où je me suis peut-être un petit peu trop précipité, c'est que j'ai complètement oublié de parler non seulement à Gabe, mais aussi à l'autre policier. C'est peut-être une grave erreur, ça. Oh là là, Jade, mais quelle inspectrice minable tu fais. Bon. Bon, ça veut pas dire que j'ai eu faux dans ma démarche, hein. On va essayer de faire la bonne hypothèse. Alors, la femme a été tuée d'un coup à la tête. Pourquoi ça? Tout le sang est sur elle. Elle a été jetée contre le mur. Il y aurait des traces de sang sur les murs dans ce cas-là. Le sang de la femme a été drainé et la plaie s'est refermée. Bah ça, oui. L'homme a attrapé le couteau pour se défendre, mais a été mordu dans le cou. Oui, j'hypothèse ça. On va en hypothèse numéro 3. Le filet de sang et la cicatrice claire indiquent qu'un descendant s'est nourri. Elle est morte avant que sa tête heurte le mur, mais vous comprenez qu'un humain puisse présumer le contraire. Le sang sur le couteau n'est pas celui du mari, mais celui de l'assaillant. Il n'y a aucune trace de sang à suivre. Étrange. Prenez 2 jetons succès d'investigation. Waouh, on est à 2, 4, 6. Retirez le jeton de la tuile. Si tous les jetons de la zone ont été retirés, cette fois on n'a pas le choix, on va en événement 3. Événement 3 à partir de la page 79. Attention au rapport. Vous pensez avoir suffisamment d'informations pour informer Caleb de ce à quoi vous avez affaire ici. Il est temps de faire votre rapport au shérif. Ce sera votre déduction finale. Oups. La déduction finale met fin à la séquence d'investigation. Les jetons de succès
que vous possédez vous donneront la possibilité de choisir l'issue ultime de l'investigation. Si vous avez 0 à 5 jetons, allez en E5. Si vous avez 6 jetons ou plus, allez en E4. Le petit nouveau. Donc bien sûr, on va en E4, 2, 4, 6. Le désordre de la scène, les empreintes boueuses menant à l'intérieur et la femme vidée de son sang pointent tous vers le travail d'un descendant plutôt inepte. Peut-être même un qui a été étreint récemment. Que dites-vous à Caleb? Placez votre figurine à l'extérieur. Ici. Alors, en 1, on peut lui dire que ce vampire est nouveau et manque d'entraînement, qu'il ne comprend pas comment chasser ni comment protéger la mascarade. Ce qui s'est passé ce soir a été fait davantage par survie que par méchanceté. Ou alors que ce vampire, quoique jeune, a attendu jusqu'au dernier moment pour se nourrir. La bête l'a emporté et il a massacré cette famille plutôt que de camoufler le tout. Il a appelé la police, ce qui indique que ce descendant n'est pas au courant de la mascarade ou qu'il a peut-être cherché à la briser. C'est vrai qu'il y a l'histoire du téléphone là. On n'a que deux choix, hein, deux hypothèses à formuler. Le téléphone a été décroché, donc j'y vais pour la seconde. Hein. Vampire jeune, il a attendu jusqu'au dernier moment pour se nourrir, la bête l'a emporté, il a massacré la famille. Et il a fini par appeler la police, d'où le téléphone qui est décroché. Allez, on va en D2 pour lire ce que l'on va dire à Caleb. Dialogue avec Caleb, page 27. Ah, je vous montre à quoi ressemble Caleb parce que il est palichon, notre chef de la police là. Hein, il est chouette. Nouveau-né désespéré. C'est ça, j'allais en D1? Non, je vais en D2. Nouveau-né négligent. Caleb hoche la tête tout au long de votre explication. Ça ne présage rien de bon. Tous les descendants à Montréal sont au courant de la mascarade. Même les rebelles anards savent la respecter. Ce vampire nous met tous en danger. Vous croyez qu'il l'a fait exprès? Sans doute. Ça me paraît plus comme un vampire en frénésie, qui n'avait pas les idées claires, même après s'être nourri. J'ai déjà vu ça dans ma non-vie. Fais partie de la police, s'il te plaît, Jade. Pardon. Fais partir la police, s'il te plaît, Jade. J'ai besoin d'un peu de temps avec ce nouveau-né. Comme vous voulez, shérif. Déplacez votre personnage sur un hexagone adjacent au PNJ détective. Donc, je reviens là. Vous entrez dans la maison et vous vous adressez au détective. Événement 12. Événement 12, ok, c'est en fin de livret. Protéger la mascarade. Avec toutes les preuves en main, il est temps de concocter une histoire pour couvrir ce qui s'est passé ici. Ce que vous direz à la police sera sûrement à la une du journal de demain. Lire la déduction finale, page 65. Déduction finale. Grâce aux indices que vous avez récoltés, vous savez que le témoin est en fait le tueur et un vampire. Vous croyez qu'il sera facile pour vous d'assembler une histoire plausible. La crédibilité de votre histoire dépendra de ce que vous avez découvert jusqu'à présent. Si vous avez 0 à 2 jetons succès d'investigation, lire la déduction finale DF2. Si vous avez 3 à 6 jetons succès d'investigation,
dire la déduction finale DF3 et malheureusement nous ne pourrons pas aller en DF1 parce qu'il aurait fallu avoir 7 jetons succès d'investigation. On va en DF3. Crime passionnel. Crime passionnel, c'est le titre. Ok. En regardant la scène de crime, il y a le couteau qui est pas loin. Petite trace de sang sur la femme. Des traces de sang sur la table. Projection de sang dans la cuisine. Allez, on va voir comment Jade s'en sort. Un bon vieux crime passionnel devrait faire l'affaire, vous vous dites. La partie délicate, c'est de vous assurer de ne pas mettre la Camarilla sous évidence. Que leur dites-vous? On a deux choses, deux choix. Un voisin rancunier est entré par l'effraction dans la maison pendant que le mari jardinait. Il s'est jeté sur la femme et l'a tuée dans la lutte qui s'en est suivie lorsqu'elle s'est cognée la tête contre le mur. Ah, mais il n'y a pas de traces de sang sur le mur, ou léger. On voit, c'est très très léger, mais ils nous ont dit qu'il n'y en avait pas. Le mari a ensuite tenté de venger sa femme, mais le voisin a été plus rapide et l'a tuée avec le couteau de cuisine. Ou alors, le couple s'est disputé et le mari est sorti pour se calmer. En rentrant, sa femme a tenté de le poignarder avec un couteau. Il l'a poussée après avoir été blessée. Elle est morte en se cognant la tête contre le mur et lui s'est vidé de son sang. Les cris de détresse du mari renversant tout sur son passage sont ce que le témoin a entendu. Oui, on est obligé de dire ça parce que Caleb a parlé d'avoir entendu du bruit. Il est rentré, il a fait ce constat-là. Il faut qu'on implique le témoin, sinon ce ne sera pas complètement crédible. D'autant plus qu'un voisin rancunier, ils sont pas débiles les flics, ils vont aller faire une enquête de voisinage, si ce n'est pas déjà fait. Ben non, ça peut pas être fait, sinon on en aurait déjà entendu parler. Donc, c'est la deuxième version que nous allons leur servir, en impliquant le témoin Caleb. On va en DF6. À bout de force. Ça me semble logique, dit le détective en hochant la tête. Il se gratte le menton et regarde à l'extérieur. J'imagine que vous ne savez pas pourquoi il creusait un aussi gros trou. Vous répondez rapidement. C'est peut-être pour une piscine ou un foyer. Il se gratte le menton. L'affaire s'est vite réglée, on dirait. Merci pour votre aide. Dites-moi, si ça ne vous dérange pas, nous en sommes à notre 3e quart aujourd'hui et nous aimerions vraiment manger un morceau. Pourriez-vous rester ici jusqu'à ce que le coroner arrive? Ça ne devrait pas être très long. Et je vais glisser un bon mot sur vous dans mon rapport. Gagnez un point d'expérience chacun. Vous souriez. Pas de problème, détective. Allez en E13. Ah ouais? E13. Qui s'intitule « Travail bien fait ». Vous attendez que les flics quittent la maison. Caleb entre peu de temps après. Qu'as-tu trouvé, Jade? Le bétail ne nous embêtera plus. Ils penseront que c'est une malheureuse histoire sordide, mais rien de plus. Vous pointez le témoin. Lui, par contre, on va devoir le griller. Ça ressemble à un essai bâclé de se nourrir sous frénésie, plus précisément. Caleb a l'air distant pendant un instant. J'ai déjà vu ça. Un nouveau-né affamé. Son sire aura affaire à moi, s'il a toujours un sire. Qu'en pensez-vous, shérif? Rien qui ne devrait te préoccuper, mon enfant. J'ai pris la liberté d'appeler un taxi pour toi. Je vais rester ici. Tu peux rentrer chez toi. Je te recontacterai quand j'aurai besoin de toi. Fin du prologue Tréméré. Vous pouvez lire la conclusion au verso de la page d'introduction du prologue dans le livret d'histoire. Je vous refais la petite parenthèse et d'ailleurs je vais noter tout de suite parce que quand je ferai mon avis sur Vampire la Mascarade Chapters, je ne veux pas oublier ce point là qui pour moi est important
Je suis pas sûr de l'avoir noté déjà. Répétition de mots. Je trouve que c'est maladroit. Alors, maladroit, quand... là, j'ai l'habitude de lire un petit peu en amont quelques mots. Et là, pour la phrase, tu peux rentrer chez toi, je te recontacterai quand j'aurai besoin de toi, je te recontacterai quand j'aurai besoin de tes services. C'est facile à... Alors, quand on anime une partie, le fait de pouvoir lire comme ça et de connaître un petit peu à l'avance, ça permet d'anticiper sur les formulations pour les modifier et que ce soit... Enfin, qu'on reste dans une immersion un petit peu plus cohérente. Ok, alors avant de passer à cette conclusion, on va quand même lire, avant de passer au débrief, pardon, on va lire la conclusion de son prologue. Les étoiles brillent à peine ce soir, cachées par la pollution lumineuse de la ville. Alors que vous rentrez chez vous, vous remarquez que du bétail est toujours dehors, ignorant ce qui s'est passé ce soir. Demain, ils parleront de ce meurtre macabre aux informations suscitant l'indignation et de nombreux débats. Vous vous demandez combien de crimes à travers l'histoire étaient en fait des dissimulations de la mascarade. Vous pensez que personne n'a dû noter cela. Cela pourrait être une chose intéressante à faire. Vous atteignez la chanterie en moins de temps que vous ne l'imaginiez, ou peut-être étiez-vous réellement tellement absorbé par vos pensées que vous n'avez pas vu le temps passer. Une fois à l'intérieur, vous montez les escaliers pour retourner dans votre chambre. Vous vous asseyez sur votre chaise et ouvrez à nouveau l'encyclopédie. L'horloge antique, accrochée au mur, indique qu'il est 3 heures du matin. Vous pouvez encore faire au moins 3 bonnes heures de recherche. Au cours de la semaine suivante, vous plongez dans des lectures plus pratiques, principalement les rituels du sang. Cela ne peut pas faire de mal de devenir plus utile, surtout après l'autre nuit. Une goule vient frapper à votre porte. Vous êtes sur le point de lui rappeler ses manières ou son absence de manières lorsqu'elle vous tend un téléphone portable. Prenez vos affaires. C'est la voix de Caleb. J'ai une autre tâche pour vous. Gagnez 1 point d'expérience chacun. Vous pouvez maintenant jouer les autres prologues ou lire l'introduction à la campagne, page 21. Alors attention, c'est important parce que jusqu'à présent, on avait un gain d'expérience seulement sur les conclusions des prologues, alors que grâce à notre enquête et la façon dont on l'a menée, je ne sais plus à quel moment j'ai vu que l'on gagnait un autre point d'expérience. Et ça, c'est important de les noter. Oui, je ne sais plus où c'est. Page 65 peut-être. Ah, je sais plus, mais enfin, ça veut dire qu'on a un... Au lieu d'avoir 6... Non, au lieu d'avoir 7 points d'XP, on en a 8. Et je vous rappelle que les points d'expérience sont communs à l'ensemble des joueurs, à l'ensemble de la coterie. Donc la répartition après se fait un petit peu comme on le souhaite, comme les jetons faveur d'ailleurs. Le débrief de ce nouveau prologue, nouveau chapitre, c'était vraiment très sympa. Je me suis laissé emporter par contre avec uniquement des recherches d'indices sur la scène de crible. J'ai oublié de parler au témoin, ouais, il n'en est pas un. Mais j'ai oublié de parler à Caleb. Non, c'est pas Caleb, pardon, c'est Gabe. Et je l'ai peut-être appelé Caleb tout à l'heure. J'ai oublié de parler à Gabe et puis j'aurais peut-être pu avoir d'autres succès d'investigation en parlant à l'autre policier. Bon, pour le coup, ça s'est quand même bien déroulé. Ça m'amène à penser que lorsque l'on joue à plusieurs, dans ce type de jeu, comme avec les demeures de l'épouvante, ça nous amène à avoir plusieurs cerveaux qui peuvent beaucoup plus raisonner sur l'ensemble. Contrairement à moi qui me suis vraiment focalisé que sur les indices. Ok. C'était encore une fois très très sympa quand même.
avec ces histoires d'hypothèses à formuler. Alors là, encore une fois, à plusieurs, c'est peut-être plus... Ça peut être plus facile à faire des déductions, et en même temps, malheureusement, ça peut amener à de la confusion, parce que plusieurs personnes vont interpréter différemment. Donc, peut y avoir débat autour de la table, mais c'est ce qui va rendre justement les phases d'enquête assez intéressantes. Bon, bah c'était cool, hein, mis à part ce que j'ai relevé là sur la maladresse ou bien maladresse des traducteurs, ou bien les traducteurs se sont vraiment tenus à ce qu'ont écrit les auteurs, et pour le coup, bah, la balle est renvoyée dans le camp des auteurs parce que c'était pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, faut pas que j'exagère non plus. Dans l'ensemble, hein, à 90 bons %, on reste impliqué dans le récit, mais on a comme ça parfois des petites choses qui vont nous en sortir. Enfin, m'en sortir, moi en tout cas. Ok, bande de vampires, on va remercier Jade, Lynn Duplessis. Je m'aperçois qu'il faut faire attention parce que j'aimais bien le concept de son prénom Jadeline, alors qu'en fait c'est Jade et son nom Lynn Duplessis. C'est tout que j'ai à relever par rapport à ça. Rien de bien méchant. Allez, je vous laisse ici. Ce prologue a duré près d'1h10, donc c'est quand même pas mal, avec ce que ça implique de réflexion. Là où ça peut être très intéressant pour les suites, c'est qu'on va avoir un mélange d'enquête, de combat, de dialogue, donc ça offre quand même des possibilités d'histoire relativement poussées. C'est très cool. On découvrira le dernier héros possible jouable, Gabe Tremblay, la prochaine fois, et on va voir comment se clôt cette série de prologues. Merci à vous et à très vite. Salut.